Bonjour, du coup bienvenue au topo du NPA révolutionnaire du coup sur le stalinisme comme c'est écrit. Euh, Aujourd'hui du coup on va parler un peu de la manière dont Staline est arrivé au pouvoir en Russie après la révolution russe. Et souvent en fait il est présenté comme une conséquence inévitable de la révolution russe, soit par sa soif de pouvoir, soit par justement l'organisation un peu hiérarchique du parti bolchevique. Et donc du coup en fait on va essayer de savoir si justement est-ce que l'émergence de la bureaucratie en Russie elle est la conséquence justement de la soif de pouvoir de Staline ou de quelques individus, ou alors une nécessité après la révolution justement due à la structure du parti bolchevique. Mais en fait, surtout, on va voir que la situation politique et économique en Russie après la révolution de 1917, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et qu'en fait, l'arrivée au pouvoir de Staline, elle est la conséquence de tout un processus de bureaucratisation qu'on va essayer d'expliquer là. Déjà, au lendemain de la révolution de 1917, le prolétariat russe et les paysans en fait, ont pris le pouvoir, mais tout n'est pas du tout encore gagné. Entre 1917 et 1922, éclate une guerre civile entre les bolcheviks et les armées blanches de la bourgeoisie qui veulent justement rétablir l'ordre en Russie et du coup qui fomentent des tas de plans pour reprendre Moscou et Pétrograd aux ouvriers bolcheviks. En période du coup de guerre civile, les bolcheviks ils instaurent ce qui sera appelé plus tard le communisme de guerre, c'est-à-dire en fait qu'ils procèdent à des réquisitions dans les campagnes, notamment en fait afin de ravitailler l'armée et les villes en fait, et ils orientent aussi l'ensemble de la production industrielle pour servir contre les armées de la bourgeoisie. Et en fait, dans le même temps aussi de ce communisme de guerre, ils vont procéder à la réquisition des logements bourgeois pour en faire des logements collectifs. Ils vont ouvrir des crèches collectives. Ils vont instaurer aussi la gratuité des transports, de l'eau, du gaz, grâce à la nationalisation des industries et du commerce. Et donc, même si les bolcheviks vont sortir gagnants de cette guerre civile contre les armées de la bourgeoisie, ils perdent en fait de nombreux révolutionnaires dans les combats et ils héritent d'une situation économique qui est plus que fragile. Donc, comme on l'a vu dans le précédent topo sur la révolution russe, le développement économique de la Russie il est inégal et combiné, c'est-à-dire en fait que l'industrie russe elle se développe très rapidement dans les villes avec un prolétariat qui est très concentré et peu nombreux, alors qu'en fait la paysannerie des campagnes elle reste relativement en retard, mais elle est très très nombreuse. Malgré tout ça, en fait, l'économie russe, elle est caractérisée à ce moment-là quand même par une productivité qui est très faible, c'est-à-dire en fait qu'il faut beaucoup de travailleurs et de travailleuses, beaucoup de force de travail pour produire des stocks qui sont très limités en comparaison des pays impérialistes où le capitalisme est avancé. Et donc, en fait, il y a un premier écart déjà qui se creuse entre le prolétariat industriel des villes et la paysannerie des campagnes, qui jusque-là avaient été unies dans la Révolution, alors même qu'en fait, ces deux classes sociales, elles ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Mais ça, on y revient plus tard. Sur le plan international, en fait, la révolution russe de 1917, elle va donner un peu un élan au prolétariat européen qui va se soulever un peu partout en Europe. Alors, il y a plusieurs tentatives de révolution qui ont lieu en Europe entre 1917 et 1919. En fait, elles ont toutes été réprimées dans le sang, comme la République des Conseils en Hongrie ou en Finlande. J'ai mis des petites images là. Et en fait, le prolétariat n'arrivera jamais à prendre le pouvoir face à la répression des armées bourgeoises. Mais la plus grosse défaite, ça reste quand même l'échec de la révolution allemande, puisque les bolcheviks, en fait, ils attendaient beaucoup salut, du prolétariat allemand. Parce qu'en fait, une prise du pouvoir du prolétariat allemand dans une puissance industrielle comme celle de l'Allemagne à l'époque, elle aurait permis de désenclaver la Russie et de lui prêter main forte, puisqu'en fait, justement, elle était industriellement plus développée que la Russie, qui était encore très arriérée, donc, comme on l'a dit.
En 1918, du coup, la social-démocratie allemande et le SPD, ils vont tout faire pour réprimer le prolétariat allemand. Ils vont commander l'assassinat de Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht et d'autres révolutionnaires, du coup, pour tuer toute possibilité de révolution, en tuant les dirigeants aussi de la classe ouvrière allemande. Bon, ça, normalement, ça a été vu dans le topo sur la révolution allemande, justement. Et donc, du coup, en fait, à l'issue des tentatives de révolution en Europe, qui du coup se sont un peu toutes conclues par des échecs, le parti bolchevique, il reste très isolé. Et les partis de la bourgeoisie qui sont restés au pouvoir partout en Europe, ils vont tout faire pour isoler économiquement et politiquement la révolution en Russie, donc en décrétant par exemple des embargos économiques, etc. Et donc, suite à cette défaite et à cet isolement, les bolcheviks vont aussi être contraints de signer la paix de Brest-Litovsk en 1918. Donc du coup, là, on a dressé un peu un tableau un peu rapide de la situation en Russie après la Révolution. Il y a du coup l'industrie russe qui était déjà assez en retard et qui en fait est encore plus mise à mal par la guerre civile. Le prolétariat qui est donc décimé encore par la guerre civile. Tout ça en fait ne fait qu'accroître la misère et la pauvreté en Russie. Et à tout ça s'ajoute du coup l'isolement politique de la jeune Russie soviétique par l'échec des révolutions en Europe. Donc tous ces facteurs en fait, vont conduire les bolcheviks aussi à réviser un peu leur politique. Et à la fin de la guerre civile, l'économie qui jusque-là avait été concentrée entre les mains de l'État pour des raisons militaires, elle est donc au plus mal. La fin du marché libre en fait, a provoqué le développement d'un très important marché noir où les marchandises du coup, se vendent à des prix exorbitants. Et on voit que la famine aussi réapparaît en Russie. Et dans tout ça, les paysans commencent à voir d'un très très mauvais œil les réquisitions dans les campagnes. Face à tout ça, en 1921, le 10e congrès du parti bolchevique adopte une nouvelle politique économique en direction notamment des campagnes dans le but de relancer la production et de sceller à nouveau l'alliance entre les campagnes et le prolétariat des villes. Donc du coup, ils abandonnent les réquisitions dans les campagnes, ils rétablissent du coup un impôt progressif à la place. Le marché libre, il est rétabli et il y a une autorisation aussi de la propriété privée petite et moyenne. Et en fait, cette politique, elle a une double conséquence, c'est-à-dire d'une part un essor très rapide de la production dans les campagnes, mais aussi un renforcement économique et politique des koulaks en tant que classe sociale. Donc les koulaks, c'est des paysans qui sont propriétaires de leurs moyens de production, donc de la terre, du bétail, éventuellement de quelques machines, et qui peuvent exploiter des ouvriers agricoles. Et donc, par du coup, le rétablissement un peu de ces lois du marché, les paysans qui disposaient du coup de plus grandes terres vont très très vite s'enrichir. Et inversement, les paysans les plus pauvres, ils vont louer illégalement leurs terres aux koulaks et aller s'employer sur des plus grandes parcelles d'exploitants plus riches qu'eux. Pour empêcher justement les koulaks qui sont en train d'émerger en tant que classe, de s'autonomiser et de s'affirmer politiquement, et donc aussi de peser sur la ligne du parti. Le parti bolchevique interdit les fractions en son sein en 1921. Et donc du coup cet essor de la productivité dont on parlait dans les campagnes est permis par la NEP. Il provoque un peu une crise économique qu'on appelle la crise des ciseaux, qu'on voit ici, là. En fait, c'est-à-dire que le prix des marchandises agricoles va baisser alors que les marchandises industrielles qui sont fabriquées en ville, elles s'échangent à prix très élevé puisqu'elles sont plus rares et que l'on a besoin de beaucoup plus de temps et de force de travail pour les produire. Et à cette époque, justement, Trotsky il anticipe déjà la crise des ciseaux et il affirme que la NEP, elle ne peut être utile que si elle s'accompagne d'un essor rapide de la production industrielle donc dans les villes pour combler cet écart. Alors qu'à l'inverse, Staline et Boukharine, ils défendent plutôt une modernisation à pas de tortue, comme
comme ils l'appellent, quoi. Et en fait, cette modernisation très très lente qui est défendue par Staline et Boukharine, elle va permettre à la bureaucratie naissante de s'appuyer sur les koulaks contre le prolétariat, de profiter en fait de la stabilité économique relative post-guerre civile. Et en fait, Staline, Zinoviev et Kamenev, ils vont aussi défendre pour la première fois à ce moment-là, en 1924, le socialisme dans un seul pays. Et ils renoncent ainsi en fait à la révolution mondiale et à la révolution permanente. À ce moment-là aussi, Trotsky va commencer à alerter sur la bureaucratisation du parti. Mais en fait, la tendance de Staline, elle reste victorieuse au sein du parti. Et en fait, la crise des ciseaux ne va faire que s'accentuer. Et donc, les paysans ne parviennent pas à acheter les marchandises qui sont fabriquées en ville. Et les koulaks, en fait, se sentent lésés par cette politique et par le monopole du marché extérieur qui les empêche, en fait, de vendre leurs marchandises ailleurs qu'en Russie. Et donc, en fait, qui les empêche d'acheter aussi des marchandises industrielles à plus faible coût sur le marché extérieur. Cette politique, du coup, elle permet en fait l'enrichissement du coup, d'une fraction de la population, mais aussi de ceux qui peuvent se servir un peu dans les récoltes, parce qu'en fait, ils ont des privilèges en fait, que leur octroie leur position dans l'appareil de l'État. La bureaucratie, elle va, du coup, comme je l'ai dit, s'appuyer sur la classe sociale des koulaks pour faire sa place au soleil, donc dans les rouages de l'État. Petit à petit, en fait, en conséquence de la misère, du désengagement politique des travailleurs, une bureaucratie greffée à l'appareil d'État émerge. En fait, la bureaucratie, c'est une couche sociale qui est à la base composée d'ouvriers qui, en fait, se détachent petit à petit de la masse des travailleurs, quoi, et qui va finir par servir ses intérêts propres et ses intérêts immédiats, quoi, et non plus ceux de la classe ouvrière dans son ensemble. Et la bureaucratie, elle émerge en fait de cette situation stagnante en Russie où les masses travailleuses, elles se désengagent de la politique de l'État et où en fait les révolutions européennes, elles tardent à venir. La bureaucratie, à ce moment-là, elle a pour principal rôle en fait celui d'administrer la misère et d'organiser la pénurie. En fait, elle ne peut émerger en Russie que parce que, en fait, en Russie, justement, on manque d'à peu près tout à ce moment-là. Dans la Révolution trahie, Trotsky, il explique justement, je trouve que la citation, elle est assez parlante, quand il y a peu de marchandises, les acheteurs sont obligés de faire la queue à la porte. Sitôt que la queue devient très longue, la présence d'un agent de police s'impose pour le maintien de l'ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie soviétique. Elle sait à qui donner et qui doit patienter. Et donc, du coup, la bureaucratie, elle émerge vraiment de cette situation aussi de misère et de pénurie. Donc, en fait, on l'a dit, la bureaucratie, elle finit par servir ses intérêts propres et à attirer aussi une foule d'opportunistes, notamment des jeunes qui voient dans la bureaucratie la seule manière de s'extraire aussi un peu de la misère. Il y a un exemple aussi qui est parlant, c'est celui de la promotion Lénine au sein du parti bolchevique. Donc en fait, Lénine, il meurt en 1924 et l'année suivante, il y a une promotion de fonctionnaires au sein du parti qui va nommer 200 000 jeunes environ qui n'ont pas d'expérience politique au sein du parti. Alors c'est vraiment une promotion de jeunes futurs bureaucrates quoi, qui n'ont absolument pas participé à la révolution pour la plupart et qui sont simplement formés à gérer les affaires de l'État ouvrier, quoi. En fait, cette promotion Lénine, elle permet à Staline de noyer en fait, les quelques anciens bolcheviks du parti dans une foule un peu de nouveaux inexpérimentés et dociles. Et cette promotion Lénine, c'est aussi un exemple de la manière dont la bureaucratie détache les individus des intérêts du prolétariat, voire même de leurs intérêts propres, en les mettant au service de l'appareil, comme si un peu la défense de l'appareil étatique de la Révolution permettait de défendre les acquis de la Révolution, alors qu'à ce moment-là, la défense de l'appareil, elle permet surtout de protéger la bureaucratie. Pour les jeunes, pour les très jeunes Russes qui n'ont pas participé à la Révolution et qui font face à la misère et à la désertion des soviets, il n'y a pas tellement d'autres issues que celle de soit travailler en espérant s'en sortir,
soit la bureaucratie ou celle du terrorisme individuel. Et la grande pauvreté qui règne en Russie à ce moment-là, c'est aussi un facteur de recul social. Par exemple, le parti bolchevique, il avait mis en place des crèches collectives pour libérer les femmes de la charge de la maternité, de l'éducation des enfants et des tâches ménagères. Sauf qu'en fait, ces crèches, elles sont désertées parce que face à la pénurie de nourriture, de lait, de draps, de lits, etc., les femmes, elles préfèrent garder les enfants à la maison et prendre en charge elles-mêmes les tâches ménagères plutôt que de les confier à la collectivité. Et donc, en fait, ces deux exemples, ils montrent en fait, surtout que les avancées politiques de la révolution russe, elles sont freinées par le retard économique et la misère, qui est de fait un facteur aussi du retrait du prolétariat de la vie politique et donc, en fait, de l'émergence de la bureaucratisation. La bureaucratie, elle se forme du coup aussi sur plusieurs petits avantages en fait, qu'elle arrive à gagner, justement parce que tout le monde vit dans la misère, mais qu'elle elle possède une position un peu plus favorable dans l'appareil étatique. Donc par exemple, ça peut être, je sais pas, des places à la crèche, un peu plus de pain que les autres, un plus grand appartement, etc. Mais par contre, la bureaucratie, c'est pas une bourgeoisie pour autant. Elle ne possède pas les moyens de production qui restent nationalisés, elle n'exploite pas la classe ouvrière pour son propre compte, elle vit en fait uniquement de l'existence de l'État ouvrier. En fait, c'est une couche sociale qui est parasite de l'État, mais ce n'est pas une bourgeoisie. Elle n'a même pas tellement intérêt au retour d'une bourgeoisie qui voudrait instaurer justement un État bourgeois, parce qu'en fait, cela menacerait directement son existence bureaucratique, quoi. En fait, après s'être appuyée politiquement sur les koulaks pour s'installer au pouvoir, elle va se retourner contre la bourgeoisie des campagnes, donc contre les koulaks, qui risquaient justement de chercher l'aide du capitalisme mondial et en fait de liquider l'héritage de la révolution de 1917, de la révolution de 1917, bureaucratie comprise, quoi. En 1917, du coup, Staline, il arrive au pouvoir, mais il est déjà l'aboutissement en fait, de tout un processus de bureaucratisation qui a en fait débuté bien en amont. En 1928-1929, donc un an après, la bureaucratie, elle va lancer une grande campagne de collectivisation forcée contre les koulaks dans les campagnes, justement, et qu'on appelle dékoulakisation. Et en fait, les zigzags un peu de la politique de la bureaucratie, elles montrent bien ces contradictions. C'est-à-dire que la bureaucratie, elle n'a pas intérêt à ce que la bourgeoisie se développe en URSS, et elle va la réprimer sévèrement, avec la dékoulakisation par exemple, mais elle n'a pas non plus intérêt à ce que le prolétariat se soulève à nouveau, parce qu'en fait, elle puise son pouvoir dans la soumission de la classe ouvrière. Et en fait, la bureaucratisation de l'URSS, en fait, elle est révélatrice aussi du caractère un peu transitoire de cet État. En URSS, l'État, c'est un État qui est ouvrier, mais sans vraiment de classe ouvrière prête à faire de la politique. Parce qu'en fait, justement, elle a été décimée, elle vit dans la misère, etc. Et en plus, elle était déjà assez peu nombreuse avant la Révolution. L'URSS, en fait, c'est une société qui est intermédiaire entre le socialisme et le capitalisme, dans laquelle les forces productives, elles sont encore trop insuffisantes pour donner à la propriété d'État socialisée un caractère réellement socialiste. Les rapports sociaux, ils sont considérablement transformés par la révolution de 1917. Donc en fait, l'État de l'URSS, c'est pas un État capitaliste, c'est un État ouvrier. Mais par contre, ce que dit Trotsky à la fin de la Révolution trahie, c'est que le régime soviétique, c'est justement une sorte d'entre-deux qui peut basculer vers le socialisme par une nouvelle irruption des masses ou vers le capitalisme. Et au moment où parle Trotsky, on ne peut pas tellement savoir parce qu'en fait, le processus de bureaucratisation, il est encore en cours. Mais ce que dit Trotsky, c'est que justement, dans cet entre-deux, la bureaucratie, elle exploite les contradictions et les antagonismes pour assurer son propre maintien et ses intérêts immédiats. Et en fait, tout au long de cette période, l'opposition de gauche, qui est menée par Trotsky, qu'on voit au milieu là, elle va tenter de peser sur la ligne du parti, mais elle n'arrivera pas à venir à bout de la bureaucratie, et les militants se retrouveront peu à peu marginalisés, exclus du parti, criminalisés, contraints de rester à domicile, voire même bannis du RSS.
En 1927, le 15e congrès du parti dirigé par Staline déclare que l'opposition de gauche et le trotskisme sont des dangers pour le parti et tous les militants en sont définitivement exclus. Zinoviev et Kamenev, donc, qui avaient rejoint les rangs de l'opposition entre-temps, vont faire leur autocritique pour être réintégrés au rang du parti, ce qui va marcher, mais ils seront quand même ciblés dans les grandes purges de 1930. Donc bon, Trotsky, quant à lui, il est banni du RSS en 1929. Et dès 1930, depuis l'étranger, il va créer l'opposition internationale de gauche, donc une tendance au sein du Comintern, mais qui va se révéler être un échec parce que Staline fait exclure tous les membres du Comintern qui prennent le parti de Trotsky. Et donc en 1933, Trotsky décide de construire des organisations en dehors de l'international bureaucratisé dans chaque pays pour s'opposer à la stalinisation et va créer la 4e internationale en opposition à la 3e, qui est justement l'internationale communiste bureaucratisée. Les militants trotskistes, ils deviennent des cibles prioritaires partout dans le monde. En France, par exemple, le PCF va même parler d'hitléro-trotskisme. Et en fait, en 1944, par exemple, il y a un camarade, Mathieu Buchholz, qui est militant trotskiste du groupe Barta, qui est assassiné justement par des responsables du PCF et jeté dans la Seine. Donc c'est assez sérieux quand même comme répression. Et la 3e internationale, ou l'internationale communiste qui avait été créée en 1919 pour servir d'outil au prolétariat mondial pour mener la révolution. En fait, dans la révolution trahie, Trotsky va la qualifier justement d'appareil parfaitement docile, prêt à tous les zigzags au service de la politique étrangère soviétique. Et donc du coup, on va voir comment aussi cet appareil va finalement être totalement au service de la politique stalinienne. Donc on a dit déjà qu'en 1924, Staline il formule pour la première fois l'idée qu'il serait possible de réaliser le socialisme dans un seul pays, et donc en fait de consolider les privilèges de la bureaucratie en renonçant définitivement à l'extension de la révolution. Et du coup, cette politique en fait, de socialisme dans un seul pays, elle va conduire à l'échec de révolution et à la répression de la classe ouvrière dans les années 20 et 30. Déjà, le premier exemple, c'est la révolution chinoise de 1925-1927, où en fait, le prolétariat chinois se soulève. Bon, alors, la Chine, la République en Chine de 1911, elle connaissait une situation économique qui était, et politique qui était assez proche de celle de la Russie avant la Révolution, mais encore plus arriérée. C'est-à-dire qu'en fait, le prolétariat chinois, il est composé d'environ 2 millions de personnes qui sont concentrées à Shanghai, Canton et Hong Kong. Et en fait, tout le reste du pays est composé de paysans en fait, qui cultivaient des lopins de terre. Et le pays, en fait, il était divisé en seigneurs de guerre qui se faisaient la guerre en fait, en permanence pour des territoires, en favorisant aussi l'exploitation des ressources chinoises par les différents impérialismes, etc. Et donc, dans cette situation, le Kuomintang de Sun Yat-sen se présente en fait, comme un parti nationaliste qui veut unifier le territoire chinois contre les seigneurs de guerre pour justement stimuler le développement économique national par le développement d'une bourgeoisie chinoise. En 1921, il y a le Parti communiste chinois qui est fondé justement sous l'impulsion de la révolution russe et qui est prêt en fait, à mener une lutte des classes pour prendre le pouvoir. Mais en fait, l'internationale communiste, qui est du coup dirigée par Staline, elle va ordonner au Parti communiste chinois de faire alliance avec le Kuomintang contre les seigneurs de guerre et donc de faire alliance avec une certaine partie de la bourgeoisie nationale. Les militants en fait, du Parti communiste chinois vont participer pleinement à la lutte du Kuomintang. Et petit à petit, le Kuomintang va montrer qu'il est totalement hostile aux communistes et aux ouvriers, en interdisant au Parti communiste chinois de faire de la propagande communiste, en envoyant des troupes contre des piquets de grève, contre des manifestations ouvrières, alors même que le Parti communiste chinois gagne en nombre d'adhérents et en nombre de militants, parce que justement la lutte des classes, elle s'intensifie en Chine.
Euh, Mais du coup, le Parti communiste chinois, qui est totalement inféodé à l'internationale communiste de Staline, va en fait jamais remettre en cause la politique du Kuomintang et ne va jamais appeler les ouvriers à se défendre et à prendre le pouvoir contre le Kuomintang. Et du coup, en fait, il va s'enterrer dans un suivisme absolu. Et malgré tout ce que le Kuomintang va faire contre les ouvriers, hein, notamment les massacrer, l'internationale communiste va quand même déclarer que le Kuomintang est un parti sympathisant de l'internationale, alors qu'il venait de massacrer des ouvriers. Euh, et donc, face en fait, au désordre qui est provoqué par le soulèvement du prolétariat chinois, Chiang Kai-shek se présente aux yeux de la bourgeoisie comme capable de restaurer l'ordre en Chine. Et donc en 1927, il est victorieux et sa victoire ouvre la décennie de Nankin, une période de dictature en fait, qui vise surtout à réprimer et massacrer la classe ouvrière chinoise qui s'était soulevée. L'internationale communiste, elle se rend donc coupable d'avoir soutenu le Kuomintang, donc le parti de la bourgeoisie, au lieu d'avoir soutenu le prolétariat. Et elle est aussi coupable d'avoir saboté l'organisation du prolétariat en la livrant à la bourgeoisie chinoise. Mais surtout, en fait, en prônant l'alliance entre les partis bourgeois nationalistes et les partis du prolétariat, Staline y réhabilite quelque part la thèse menchevique que la révolution russe avait dépassée. C'est-à-dire qu'en fait, la révolution russe, elle avait démontré qu'il n'était pas nécessaire de laisser à la bourgeoisie la direction politique de la révolution. Et pourtant, Staline il va quand même accuser d'idéalisme, de gauchisme, etc. Ceux qui pensent qu'il est possible de mener une révolution prolétarienne en Chine, récusant en fait la théorie de la révolution permanente qui avait déjà fait ses preuves en Russie. L'échec de la révolution chinoise, ça fragilise encore davantage le prolétariat russe. Il est toujours plus isolé, mais la bureaucratie, en revanche, elle est un peu plus renforcée par ces événements et elle se présente aux yeux des bourgeoisies mondiales comme un possible outil de répression du prolétariat dans le monde et comme une interlocutrice potentielle. En fait, dans les années 30, en Allemagne, l'internationale communiste de Staline, elle va aussi mener une politique totalement délétère face à la montée du nazisme. En fait, après les tentatives de révolution en 1918 et en 1923, le prolétariat allemand, il est encore très nombreux et il est très organisé à la fois dans le SPD et dans le KPD. Et jusqu'au bout, Staline il va refuser l'alliance et le front unique entre le prolétariat allemand qui est solidaire du SPD et celui, enfin du coup l'autre partie du prolétariat allemand qui était convaincu par la politique du KPD. Et en fait, en désignant la social-démocratie comme l'ennemi principal, y compris face à la montée du nazisme. En fait, Staline et du coup l'internationale communiste développent la théorie que la social-démocratie est un social-fascisme et donc que le prolétariat communiste ne peut pas s'allier avec lui. Or, à cette époque, en fait, de nombreux ouvrières suivaient encore la politique du SPD. Et donc, une alliance du prolétariat dans un front unique aurait pu faire barrage à la montée du nazisme, qui, on le sait, une fois arrivé au pouvoir, s'est quand même employé à réprimer toutes les organisations ouvrières, à massacrer le prolétariat allemand dans son ensemble. En fait, Staline, il pensait que le régime d'Hitler ne durerait pas. Mais en fait, face à la consolidation du régime nazi et le fait qu'il menace aussi directement et militairement l'URSS, il vire de bord Staline vire de bord et il ordonne aux partis communistes européens de faire alliance avec les partis bourgeois nationalistes pour se défendre du fascisme et du nationalisme. En France, par exemple, le Parti communiste français, il va faire alliance avec le Parti radical et la SFIO dans les mobilisations de 1936 et dans le Front populaire. Et alors que le prolétariat il est en grève et dans la rue, le Front populaire va encourager les ouvriers en grève à voter pour eux et à reprendre le travail, anéantissant ainsi toute possibilité révolutionnaire. Les fronts populaires, en fait, c'est une sorte d'alliance électorale entre les organisations du prolétariat et les partis de la bourgeoisie en vue de gagner les élections et non des alliances politiques de deux organisations du prolétariat pour mener une lutte.
En fait, elles ont pour conséquence directe de donner le pouvoir à la bourgeoisie et de calmer les contestations de la classe ouvrière plutôt que de les mener à la prise de pouvoir. Pardon. Et du coup, la même année, en Espagne, donc en 1936, le prolétariat espagnol, il s'est aussi insurgé, il s'est organisé et il s'est armé aussi pour se défendre contre le coup d'État militaire de Franco des 17 et 18 juillet 1936. Les autres pays, dont la France, qui est alors gouvernée par le fameux Front populaire, ils vont mener une politique de non-intervention, c'est-à-dire en fait qu'ils vont refuser de prêter main forte aux ouvriers mobilisés, quoi. Et l'URSS, quant à elle, elle va soutenir que très 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 faiblement le prolétariat espagnol et la révolution espagnole, parce qu'en fait, déjà pris un peu dans des logiques d'alliance bourgeoise avec la France et le Royaume-Uni contre l'Allemagne nazie, en fait, ils ne peuvent pas se permettre de soutenir le prolétariat espagnol sans risquer de mettre en danger les alliances géopolitiques qu'ils ont déjà passées. Donc Staline, il abandonne encore une fois le prolétariat et en fait le conserve dans l'isolement en priorisant ses alliances avec les partis bourgeois. La révolution espagnole, du coup, elle est matée dans le sang et elle se termine, elle ouvre quand même 40 ans de dictature fasciste. En fait, au terme de tous ces événements, l'URSS et l'internationale communiste, elles vont se présenter aux yeux de la bourgeoisie mondiale comme des interlocutrices qui peuvent réprimer et calmer le prolétariat lorsqu'il est prêt à prendre le pouvoir. Et l'État bureaucratique se transforme en fait en garant du statu quo au lieu de prêter main forte aux différentes tentatives révolutionnaires dans le monde, voire carrément en les réprimant. Donc là, du coup, on s'arrête en 1936, au moment où le processus de bureaucratisation et l'installation de Staline au pouvoir, ils sont assurés, mais en fait, ils vont quand même continuer après. Et donc, du coup, en fait, le stalinisme, c'est pas tellement le fruit de la soif de pouvoir d'un seul homme, c'est plutôt la conséquence, en fait, de toute une bureaucratisation de l'État. Et Staline, en fait, c'est une sorte de représentant de la couche sociale parasitaire des bureaucrates. En fait, il défend les intérêts immédiats de la bureaucratie. Jusqu'au bout, Trotsky, il va tenter de peser sur la ligne du parti en URSS, mais à partir de 1929 et de l'exclusion de tous les militants trotskistes, réels ou supposés d'ailleurs, Trotsky pensera en fait qu'il faut reconstruire des organisations du prolétariat partout dans le monde pour se soustraire à la bureaucratie et espérer une nouvelle révolution du prolétariat. Voilà. Et du coup,